conférence. Et donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue à cette conférence Midi du CRIR. Je suis Éline Tordard-de-Tir, je suis la responsable du site Laurier où Maxime Maheu vient s'installer à l'IURDPM, dedans du CRIR. Et je vais donc faire l'introduction aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Maxime Maheu. Maxime s'est joint au CRIR il y a à peu près 1 an. Il est professeur adjoint à l'École d'orthophonie et d'audiologie à l'Université de Montréal et chercheur au CRIR. Il a complété une maîtrise en audiologie à l'Université d'Ottawa, un doctorat en sciences biomédicales à l'Université de Montréal et ensuite une formation postdoctorale à Oregon Health and Science University. Ces recherches visent à identifier, évaluer et réadapter le système vestibulaire et ses fonctions. Il tente de mieux comprendre le fonctionnement normal et pathologique de ce système afin de développer des méthodes d'évaluation précises de ces pathologies. Cette quête de connaissances vise ultimement à optimiser la réadaptation des personnes à la suite d'une lésion du système vestibulaire. Et donc, aujourd'hui, le format qu'on va avoir, c'est que Maxime va faire sa présentation. Et on a prévu que si vous avez des questions, vous pourriez les poser au fur et à mesure, mais c'est probablement mieux de les garder jusqu'à la fin. Vous pouvez les mettre aussi dans le chat et on va regarder ça. Et donc, le format, c'est qu'on aura la présentation, ensuite les questions jusqu'à 1 heure. Et puis après, ceux qui veulent rester après 1 heure pour une discussion plus approfondie, un réseautage, peut-être que pour vous présenter vous-même, qu'est-ce que vous faites comme recherche et de voir qu'est-ce qu'il y aurait comme collaboration possible avec Maxime. Nous vous invitons à rester après 1 heure jusqu'à 1 heure et demie. Et avec cela, je laisse la parole à Maxime. Donc, merci beaucoup, Éline, de la présentation. Donc, aujourd'hui, la présentation vise à présenter mon programme de recherche qui vise à comprendre, évaluer et réadapter le système vestibulaire et ses fonctions. Évidemment, quand j'essaie de changer ma diapositive, ça ne fonctionne pas. Désolé. Donc, en fait, je vais commencer tout d'abord par vous présenter un bref survol de mon parcours académique, étant donné que ça a été fait par Éline. Puis par la suite, je vais vous introduire à qu'est-ce que le système vestibulaire, puis c'est quoi les différentes fonctions de manière brève pour qu'on puisse par la suite passer aux différents axes de mon programme de recherche. Donc, brièvement, j'ai fait ma maîtrise en audiologie à l'Université d'Ottawa de 2008 à 2010. Donc, par la suite, j'ai travaillé comme clinicien en audiologie, principalement dans le domaine du vestibulaire, de l'évaluation vestibulaire, jusqu'en 2014, où j'ai poursuivi la pratique clinique pendant mon doctorat, à raison d'1 journée par semaine environ. Toujours dans le domaine de l'évaluation vestibulaire. Mon doctorat s'est porté principalement sur les interactions audio-vestibulaires. Je l'avais fait sous la direction de François Champoux à l'Université de Montréal. Puis par la suite, mon postdoctorat, j'ai travaillé avec Robert Peterka, puis avec Dr. Haller à l'Oregon Health Science University sur des données du réflexe vestibuloculaire qu'on pourra observer tantôt dans la présentation. Puis, tout juste avant la première vague de la pandémie, 10 jours avant, j'ai commencé comme professeur adjoint à l'Université de Montréal, puis chercheur au CRIR. Donc, en guise d'introduction, le système vestibulaire, qu'est-ce que c'est? Il y a le système vestibulaire périphérique qui est situé dans l'oreille interne. Son travail, c'est de détecter les accélérations dans les différents plans, les accélérations de la tête, puis transmettre l'information au système vestibulaire central. Puis, de manière sommaire, là, ça se divise en 3 différentes fonctions. Donc, soit la perception du mouvement dans l'espace, la perception du corps dans l'espace, la stabilisation posturale, donc garder l'équilibre, puis la stabilisation du regard. Il y a évidemment d'autres structures, comme vous pouvez voir, qui vont venir, d'autres sens, qui vont venir interagir avec le système vestibulaire. Puis, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives. Donc, savoir comment le système vestibulaire interagit pour maintenir ces différentes fonctions-là avec les autres sens, les autres structures. Donc,
Si on se concentre sur la stabilité du regard, à savoir comment le système vestibulaire interagit avec les autres sens ou les autres structures, en fait, qu'est-ce que c'est le système, le réflexe vestibulo-oculaire? Désolé, je navigue sur 2 ordinateurs en même temps. Donc, le réflexe vestibulo-oculaire, c'est un réflexe qui est entre l'oreille interne et les yeux qui va permettre de stabiliser le regard sur une cible lors d'un mouvement de tête. Son importance est vraiment bien connue pour stabiliser le regard dans l'espace pendant les mouvements de la tête, mais il peut s'avérer contre-productif dans certaines situations. Si vous imaginez, par exemple, que vous devez suivre une balle de tennis ou un ballon de soccer qui se déplace, vous devez bouger la tête et les yeux de manière coordonnée. Si vous n'aviez pas la capacité de supprimer votre réflexe vestibulo-oculaire, qu'est-ce qui arriverait? C'est que les yeux se déplaceraient dans le sens opposé au mouvement de la tête. Donc, évidemment, on perdrait de vue la cible, donc soit le ballon ou la balle. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est par exemple, lors d'un mouvement passif, si c'est une force qui est induite par un expérimentateur ou c'est par une force externe, donc lors d'un mouvement de tête passif et imprévisible, l'individu, qu'est-ce qu'il va avoir comme réflexe au début? C'est de stabiliser son regard dans l'espace, donc sur la cible qu'il regardait au départ. Par la suite, il va avoir des saccades qui vont être induites pour repositionner les yeux. Donc, les saccades, c'est quoi? C'est des mouvements rapides des yeux pour repositionner les yeux sur la cible qui a bougé avec la tête durant le mouvement. Récemment, il a été démontré que lorsqu'il y a un mouvement de tête passif, mais qui est prévisible, donc la personne sait dans quelle direction va être généré le mouvement, les saccades, donc les mouvements que je vous parlais pour rattraper la cible, vont être générés plus tôt dans le temps. Ça avait été proposé comme étant en lien avec la préprogrammation des saccades due à la haute prévisibilité des mouvements. Par contre, les modèles prédictifs qu'on a nécessitent un mouvement actif, donc une commande motrice pour pouvoir prévoir les conséquences sensorielles du mouvement. Et donc, pour l'instant, on n'avait pas de données à savoir si les mouvements actifs différaient des mouvements passifs, mais prévisibles. Donc, on a fait une étude pour déterminer l'influence du mouvement passif, imprévisible et prévisible, sur un mouvement et versus un mouvement de tête actif sur la génération des saccades lors d'une tâche de suppression du réflexe vestibulo-oculaire. Pour faire ça, on a étudié 13 participants qui sont jeunes en santé à l'aide du protocole SHIMP, donc le Suppression Head Impulse Paradigm. Donc, pour ce protocole-là, on doit mettre les lunettes que vous voyez ici. C'est des lunettes avec une caméra infrarouge, un gyroscope à l'intérieur, donc permet de mesurer la vitesse de l'œil puis la vitesse de la tête dans les différents plans. Puis, il y a aussi un laser qui permet de projeter un point lumineux au mur, donc pour avoir une cible qui bouge avec la tête. Si on regarde ici le protocole, bien en fait, la personne doit, au point de départ, doit regarder droit devant elle le point lumineux qui est projeté au mur. Par la suite, la tête est bougée, soit de manière active ou passive. On regardera ça tantôt. Qu'est-ce qui arrive? Le point lumineux va se déplacer avec la tête, mais comme on peut voir ici, qu'est-ce qui arrive? Dans les premières millisecondes, le mouvement des yeux va être inversement proportionnel en vitesse au mouvement de la tête pour essayer de stabiliser les yeux sur la cible initiale. Puis par la suite, il y a les saccades qui sont générées pour rattraper la cible qui s'est déplacée. Donc ça, c'est chez les gens qui sont normaux. Nous, ce qu'on étudie, c'est justement ces saccades-là. Dans 3 différentes conditions, donc soit passive imprévisible, donc la façon plus classique, donc la personne ne connaît pas la direction, ne connaît pas le timing non plus du mouvement de la tête qui est induit par l'expérimentateur. Passif prévisible, donc le mouvement est toujours induit par l'expérimentateur. Par contre, la personne elle connaît la direction dans laquelle l'impulsion va être faite. On s'est gardé quand même une imprévisibilité au niveau du timing pour pas que la personne soit capable de générer un mouvement actif. Parce qu'on voulait la différencier justement des mouvements actifs où la personne pouvait déterminer la direction puis le timing. Donc, elle-même faisait le mouvement de la tête. Qu'est-ce qu'on a analysé? En fait, on a analysé principalement le pourcentage de saccades hâtives, donc les early saccades. Puis, comment on déterminait que c'était une early saccade ou que c'était une saccade plus tardive? C'était avec le ESTP ici, qui est le Early Saccade Time Period. C'est
un calcul qui nous permet de trouver un point dans le temps qui est généralement à la fin du mouvement de la tête. Puis si la saccade, comme vous pouvez voir ici, si la saccade était générée avant ce point-là, on la considérait comme étant une saccade hâtive. Si elle arrivait après, c'était une saccade qui était tardive. Donc, on a étudié le pourcentage justement de saccades hâtives, puis on a aussi mesuré la latence, donc le temps entre le début du mouvement de la tête puis le pic de vélocité de la saccade. On a étudié cette latence-là. Ici, on a les résultats d'un participant pour vous démontrer la position dans l'espace, puis les données de vélocité des yeux et de la tête. Donc, la tête, c'est représenté par les tracés pointillés, puis les tracés pleins, c'est les mouvements des yeux. On voit les trois différentes conditions, donc imprévisible, prévisible et active. Les deux conditions passives, il y a une certaine stabilisation au début, comme on a pu voir dans la section méthodologie, il y a une certaine stabilisation au début du regard dans l'espace, puis par la suite, il y a une génération des saccades pour aller rattraper la position finale de la cible. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est dans la condition active, il n'y a pas vraiment cette stabilisation-là au départ. Puis, il y a vraiment une seule saccade qui est nécessaire pour générer, pour atteindre la position finale. Cette saccade-là est générée parfois de manière très hâtive, donc même avant le mouvement de la tête. Donc, avant que le mouvement de la tête soit complété, pardon. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Il y a une stabilisation de l'image finale, de la position finale, par le réflexe vestibulo-oculaire une fois que le regard s'est déplacé. Et dans le bas, en fait, vous pouvez voir le déplacement des saccades. Donc, dans la condition active, vous voyez, là, c'est vraiment tout près du début du mouvement de la tête, qui est la ligne pointillée ici. Pour les résultats, à gauche, ce qu'on remarque, c'est le pourcentage de saccades hâtives dans chacune des conditions, donc imprévisible, prévisible et actif. Dans la condition active, ce qu'on voit, c'est qu'environ 100% des saccades qui étaient générées, c'était des saccades hâtives, comparativement aux deux conditions passives. Mais la condition prévisible dans les conditions passives générait des saccades aussi qui étaient significativement plus hâtive que la condition imprévisible. Ici, je vous ai présenté le graphique des données sur le Early Saccade Time Period. Pourquoi? Parce que ce calcul-là prend en compte les caractéristiques en fait, du mouvement de la tête. Puis ce qu'on voulait s'assurer, c'est que ces différences-là n'étaient pas dues à des différences paramétriques du mouvement de la tête. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a effectivement pas de différence entre les différentes conditions. Ce qui va renforcer le fait que ces différences-là sont observées principalement dues à des conséquences plus sensorielles, disons, qu'à des différences paramétriques de l'impulsion. Puis finalement, pour les différences de latence, ce qu'on voit, c'est que la condition active va générer vraiment des latences qui sont beaucoup plus courtes que les deux conditions passives. Mais encore là, la condition prévisible génère légèrement des saccades qui sont plus courtes comparativement à la condition imprévisible. Donc, en résumé, on peut voir que ces résultats vont supporter le fait que le système nerveux central va utiliser une représentation interne des conséquences sensorielles d'un mouvement volontaire dans le but de réduire la latence des saccades et d'améliorer la stabilisation de l'image pendant le mouvement de la tête. Ça peut ouvrir des différentes avenues intéressantes pour le futur, à savoir à étudier les modèles prédictifs, autant chez des gens qui ont des gens normaux que des gens avec lésions. Et c'est ce que je compte faire dans les prochaines années. Donc, une autre fonction pour laquelle le système vestibulaire est impliqué, c'est le contrôle de la posture. Le contrôle de la posture, c'est le résultat d'intégration de plusieurs sens. Les sens qui sont les plus connus, c'est l'information vestibulaire, somatosensorielle et visuelle. Dans les dernières années, par exemple, dans mon doctorat, j'ai démontré que l'apport auditif est important aussi dans le contrôle postural statique. Puis, il y a d'autres auteurs aussi qui le démontrent. Ce qu'on avait démontré, nous, c'est que
le statut vestibulaire était important dans les interactions audio-vestibulaires, donc dans le contrôle statique. Quand on demandait à la personne de se tenir en position statique, si la personne avait une atteinte vestibulaire, elle avait tendance à dépendre ou à bénéficier davantage de l'information auditive qu'une personne qui avait un système vestibulaire qui était normal. Il y a très peu d'études, par contre, qui ont étudié cette interaction audio-vestibulaire-là dans une condition dynamique de la posture, donc lorsque la personne peut être en mouvement. Dans ce contexte plus naturel, c'est difficile d'estimer l'influence de l'information auditive sur le contrôle postural, puisque les indices auditifs et vestibulaires sont modulés en fonction des déplacements dans l'espace. Donc, l'objectif de notre étude, c'est d'évaluer l'influence de l'interaction audio-vestibulaire sur le contrôle de la posture lors d'une tâche posturale dynamique. Puis les données de ça pourraient nous aider à développer des outils de substitution plus performants dans le cas d'une atteinte vestibulaire. C'est une étude qui est toute prête à démarrer, mais avec la pandémie, ça a compliqué un peu le démarrage. Donc, on vise à recruter 20 participants, 18 à 60 ans en bonne santé. Ce qu'on veut leur faire faire comme tâche, c'est le Fukuda Stepping Task, où ils font 50 pas sur place en marche militaire, là, avec les yeux bandés. Vous pouvez voir ici l'image. Donc, c'est la méthodologie qu'on veut utiliser. Donc, il y a des capteurs de mouvement qui sont situés au niveau des hanches puis au niveau de la tête pour essayer de mesurer justement l'angle de rotation du participant pour s'assurer que c'est vraiment juste un angle de rotation et qu'on ne va pas confondre ça avec des déplacements latéraux et avant-arrière. On a créé une base avec un poteau là, d'ABS au milieu. Donc, la personne frotte les pieds sur le poteau lors de la marche. Puis, donc, ça permet juste la rotation. Donc, il n'y a pas d'indice qui informe que la personne est en train de tourner, mais ça empêche les déplacements avant-arrière et gauche-droite. Cette condition-là, cette tâche-là est faite dans 4 différentes conditions. Donc, soit avec une stimulation électrique qui va perturber le système vestibulaire, donc la stimulation GVS, ou avec et sans protecteur auditif. Donc, durant cette tâche-là, évidemment, il y a une source sonore qui est située à l'avant. Puis, donc, la personne peut avoir accès, donc quand elle n'a pas de protecteur auditif, à cette information-là, ou on bloque l'apport de l'information auditive en mettant des protecteurs auditifs. J'ai des données, en fait, sur un participant, des données très préliminaires, évidemment. Mais ce qu'on peut observer ici, c'est l'angle de rotation dans l'axe des Y, puis dans l'axe des X, c'est essentiellement la durée de la tâche, là, mais divisée en pourcentage. Ce qu'on voit, c'est que si la personne demeurait parfaitement droite tout au long de la tâche, les points que vous voyez seraient sur la ligne pointillée juste ici. Les points en noir, c'est la condition sans stimulation électrique, et en rouge, c'est avec stimulation électrique. Puis les cercles, c'est la condition avec protecteur auditif. Puis les étoiles, c'est sans protecteur auditif, donc ils ont accès à l'information auditive. Ce qu'on peut voir, mais sans stimulation électrique, la personne a tendance à tourner légèrement vers la gauche, surtout lorsqu'elle n'a pas accès à l'information auditive, mais lorsqu'elle a l'information auditive, elle est capable de mieux se stabiliser dans l'espace. Ce qu'on remarque, c'est qu'avec la stimulation vestibulaire, il y a vraiment une forte rotation plus importante, en fait, là, avec la stimulation vestibulaire lorsqu'elle n'a pas d'audio. Mais lorsqu'on lui introduit les informations auditives, elle est en mesure de mieux se stabiliser. Donc, l'écart semble un peu plus important ici. C'est vraiment ce qu'on s'attend aussi, que sans stimulation électrique. Donc, évidemment, on va poursuivre cette étude-là dès que les conditions nous le permettent. Puis finalement, les interactions, je poursuis aussi les investigations au niveau de l'interaction, plus au niveau de la perception spatiale. Donc, le système vestibulaire, en plus de contribuer aux différents réflexes qu'on vous a montré tantôt, il va contribuer aussi aux fonctions cognitives de plus haut niveau, telles que la représentation spatiale. Excusez-moi. Afin de pouvoir ajouter la perception aux divers environnements, le système nerveux il doit intégrer l'information de divers sens.
Donc, plusieurs études vont suggérer une influence vestibulaire sur certains paramètres somatosensoriels, par exemple la détection somatosensorielle, la localisation du toucher. De plus, certaines pathologies, comme l'hémianesthésie, peuvent se trouver améliorées suite à une stimulation vestibulaire. Plus récemment, il semblerait que cette différence-là ou ces résultats-là soient liés à une activation asymétrique des hémisphères cérébraux. Puis cette activation asymétrique-là est davantage mise en lumière lorsque c'est une stimulation qui est unique, par exemple, à l'oreille droite ou à l'oreille gauche. Il y a des façons de contrôler cette activation-là. Si on utilise des façons qui sont plus naturelles, donc par exemple des rotations ou de pencher la personne d'un côté ou de l'autre, ça va avoir tendance les résultats ne sont pas nécessairement les mêmes, puis ça ne mettrait pas nécessairement en lumière cette asymétrie-là corticale. Donc, plus récemment, il y a 2 études qui se sont intéressées à l'influence d'une stimulation vestibulaire plus naturelle, donc les rotations ou pencher la personne d'un côté et de l'autre, sur la perception temporelle d'une stimulation tactile. Mais donc, pour l'instant, il est encore difficile de faire le lien avec l'activité corticale et les résultats observés parce que leur stimulation qu'ils utilisaient ne permettait pas de contrôler cette asymétrie corticale-là. Donc, l'objectif était d'évaluer l'influence d'une stimulation vestibulaire spécifique à droite ou à gauche sur la capacité d'identifier l'ordre temporel de stimulation tactile. Donc, pour faire ça, on vise à recruter 26 participants droitiers, 18 à 60 ans en bonne santé. On en a testé 13 à l'oreille droite. Donc, notre groupe est complet pour l'instant pour les gens qui reçoivent la stimulation à l'oreille droite. Puis, le groupe de stimulation de l'oreille gauche, on en a testé 7. Donc, on poursuit le recrutement pour ce groupe-là. La tâche, c'était d'indiquer quel côté du corps a perçu la vibration en premier. Donc, la personne, comme vous pouvez voir, est installée sur le dos, environ à 30 degrés. Elle a des lunettes sur les yeux, donc qui ne permettent pas d'avoir accès à l'information visuelle. Et il y a une caméra qui enregistre le déplacement de l'œil. Il y a des vibreurs dans les 2 mains, des petits vibreurs qui permettent de générer une stimulation. Pardon. Puis, il y a des boutons réponse au niveau des pieds. Qu'est-ce que la personne doit faire? C'est soit en position des bras décroisés, donc le bras droit à droite et le bras gauche à gauche du corps, doit indiquer quel côté du corps la perception, mais pas la perception, mais la vibration a eu lieu en premier. Donc, si c'est le côté droit du corps, elle répond avec le pied droit. Si c'est le côté gauche, elle répond avec le pied gauche. Cette condition-là se fait les bras décroisés, mais aussi les bras croisés, donc où la main gauche devient du côté droit du corps et inversement pour la main droite. Donc, encore là, si la perception est perçue du côté droit du corps, elle doit encore répondre avec le pied droit. Ça se fait dans 3 différentes conditions, donc soit sans stimulation, avec une stimulation d'eau chaude dans l'oreille ou d'eau froide dans l'oreille. Donc, c'est la stimulation calorique. C'est une méthode qui est bien démontrée en clinique pour activer spécifiquement un des 2 systèmes vestibulaires à la fois. Donc, puis dans la littérature aussi, au niveau des interactions audio-tactiles, c'est une des stimulations qui est utilisée pour justement mettre en lumière cette asymétrie corticale-là. On a plusieurs variables qu'on veut étudier. Par contre, pour l'instant, pour aujourd'hui, on a complété les analyses préliminaires sur le Just Noticeable Difference, qui est essentiellement une mesure de précision. Je vais vous montrer avec la prochaine diapositive qu'est-ce que c'est. Donc, comment on regarde ce graphique-là? Ici, dans l'axe des grecs, c'est la proportion de fois où la personne a répondu que c'était le côté droit du corps qui a vibré en premier. Les stimuli, l'axe des Y, en fait, quand c'est négatif, c'est que la stimulation est arrivée à gauche en premier, puis dans le positif, c'est qu'elle est arrivée à droite en premier, avec différents écarts. Donc, 400 millisecondes, par exemple, la stimulation est arrivée 400 millisecondes avant à la main du côté droit du corps, avant d'arriver du côté gauche du corps. Donc, ce qu'on voit, c'est que la personne, quand les écarts sont grands, les personnes sont assez précises. Puis, plus on rapproche de la stimulation temporelle, plus ça devient difficile pour les personnes de détecter, de ségréguer quel qui est arrivé en premier.
essentiellement, c'est ce qu'on veut vérifier avec le Just Noticeable Difference, c'est la pente, en fait. Donc, plus la pente est abrupte, donc plus le JND est petit, plus la personne est apte à séparer les deux stimulations. Puis, plus le JND est grand, donc moins la pente est abrupte, mais plus c'est difficile pour la personne de précisément répondre quel côté a été stimulé en premier. Ce qu'on remarque ici, c'est les données préliminaires. Donc, le groupe qui a reçu la stimulation à l'oreille gauche, puis le groupe qui a reçu la stimulation à l'oreille droite, dans la position des mains décroisées, donc pour en haut, et la position des mains croisées en bas. C'est les mêmes graphiques que je vous ai montrés tantôt. En noir, c'est la condition de base. En rouge, c'est la condition avec de l'eau chaude dans l'oreille. Puis le bleu, c'est la condition avec de l'eau froide dans l'oreille. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a peu ou pas de différence avec lorsque les gens ont reçu la stimulation dans l'oreille droite. Comparativement à la condition de base, il y a une légère augmentation du JND, là, donc une légère perte de précision avec la stimulation à chaud essentiellement. Mais ici, la perte de précision se voit assez drastiquement comparativement à l'autre côté. Ça, c'est pour la condition décroisée. Puis, pour la condition croisée, c'est essentiellement ce qu'on remarque aussi. Et ça se reflète dans les résultats. Donc, ici, dans l'axe des Y, c'est le JND. Pour chacun des participants qui ont reçu la stimulation à droite et qui ont reçu la stimulation à gauche. En noir, c'est encore la condition de base. En rouge, c'est la condition avec la stimulation à chaud. Puis, la stimulation à froid, c'est en bleu. On remarque que lorsqu'ils ont reçu une stimulation à droite, à chaud, il y a une différence significative relativement petite, mais il y a quand même une différence entre la condition de base et la stimulation à chaud où il y a une petite perte de précision qui survient ici. Mais cette perte de précision est vraiment plus grande lorsqu'on a une stimulation à l'oreille gauche. Donc, elle diffère de la condition de base à l'oreille gauche et elle va être supérieure aussi aux stimulations à l'oreille droite. Donc, évidemment, on va devoir poursuivre le recrutement de notre groupe de stimulation à gauche. Mais pour l'instant, ça demeure quand même assez intéressant de voir qu'il y a une stimulation vestibulaire peut engendrer des différences tactiles à ce niveau-là. Le deuxième axe qui m'intéresse, c'est d'essayer d'améliorer en fait l'identification de certaines pathologies. J'ai étudié diverses pathologies dans les dernières années, mais une qui m'intéresse plus particulièrement dernièrement, c'est la maladie de Ménière. Qu'est-ce que c'est la maladie de Ménière? La maladie de Ménière va induire des crises qui sont caractérisées par des vertiges rotatoires, une sensation d'oreille bouchée et ou un acouphène. Puis une perte auditive neurosensorielle qui est fluctuante en fonction des crises. Ça va faire évidemment en sorte qu'il y a un impact assez important sur la qualité de vie des patients qui sont affectés par cette maladie-là. Puis, donc, c'est ces différents symptômes-là qu'on va utiliser pour faire le diagnostic parce que pour l'instant, il n'y a pas de méthode objective pour identifier la maladie de Ménière puis la différencier de d'autres pathologies. Il y a un mécanisme pathophysiologique qui est proposé, bien qu'il est encore un peu sujet à débat. Il y a un mécanisme le plus accepté, le mécanisme pathophysiologique le plus accepté de la maladie de Ménière, c'est l'hydrope endolymphatique. Qu'est-ce que l'hydrope endolymphatique? C'est une augmentation du volume de l'endolymphe dans l'oreille interne qui pourrait induire l'ensemble de ces symptômes-là. Donc, la première étude qu'on a faite en lien avec la maladie de Ménière est en lien avec le fait que la présentation des symptômes, surtout en début de la maladie de Ménière, est souvent hétérogène. Donc, les gens vont présenter divers symptômes, mais parfois pas tous les symptômes nécessaires pour poser le diagnostic.
Il y a certains patients qui présentent une sensation d'oreille bouchée, un acouphène, une perte d'audition qui est fluctuante, mais ils ne vont pas présenter de vertige. Étant donné qu'ils ne présentent pas de vertige, ils ne peuvent pas être identifiés comme ayant la maladie de Ménière à ce moment-là. Donc, ça peut retarder la prise en charge, puis le diagnostic, évidemment. Il y a une façon d'identifier, pardon, une des hypothèses qu'on peut avoir sur les gens qui ont ces symptômes-là, mais qui n'ont pas de vertige, pourrait être un hydrops endolymphatique, mais qui est d'origine plus cochléaire. On sait que dans la maladie Ménière, l'hydrops endolymphatique va généralement s'installer dans la cochlée avant d'aller s'installer dans les structures vestibulaires. Donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que ces gens-là, qui présentent une sensation d'oreille bouchée et une perte auditive fluctuante sans vertige, est-ce que ce seraient des gens qui seraient en train de développer la maladie de Ménière? Une des façons d'aller identifier l'hydrops endolymphatique, c'est l'électrocochléographie, donc l'écho-G. Ça a été longuement remis en question étant donné que le critère qu'on utilisait, c'était le ratio d'amplitude SP sur AP. Donc, c'est des potentiels évoqués de l'oreille interne puis du nerf. Puis, en faisant un ratio d'amplitude de l'onde essentiellement de l'oreille interne versus celle du nerf auditif, on était vraiment capable d'avoir une mesure spécifique pour les drops endolymphatique, mais très peu sensible. Dernièrement, il y a eu un autre calcul, c'est le ratio d'air sous la courbe, SP-AP, qui augmentait significativement la sensibilité d'identifier l'hydrops versus qui n'affectait pas nécessairement la spécificité. Donc, on voulait utiliser en fait ces deux paramètres-là pour aller évaluer si la présence inexpliquée d'une sensation d'oreille bouchée, donc les gens n'avaient pas d'atteinte de l'oreille moyenne ni d'atteinte de l'oreille externe, pouvait révéler la présence d'hydrops endolymphatique à l'aide de l'écho-G. Dans cette étude-là, on avait 49 participants, donc on a testé 62 oreilles parmi ceux-là. Il y en avait 18 contrôles, donc en bonne santé. Il y en avait 18 qui ont reçu un diagnostic de maladie de Ménière, puis 26 qui avaient une sensation d'oreille bouchée seulement, avec une perte auditive parfois fluctuante, mais il n'y avait pas de vertige. Et le protocole, les gens subissaient une évaluation auditive, évidemment, puis un examen électrocochléographique. L'image ici représente un peu le montage qu'on utilisait. Donc, c'est une électrode tympanique. Donc, on allait placer une électrode au tympan, puis un écouteur dans l'oreille pour envoyer la stimulation auditive, pour essayer de générer les potentiels de l'oreille interne et du nerf auditif. Et on a étudié le ratio d'amplitude et le ratio d'air, comme démontré dans la diapositive précédente. En résumé, en fait, cette étude-là, qu'est-ce qu'elle a mis en lumière? C'est que si on utilise le ratio d'amplitude, donc le graphique de gauche, on est capable de différencier les gens qui ont la maladie de Ménière des contrôles, mais on est incapable de différencier les gens qui ont une sensation d'oreille bouchée des contrôles. Par contre, si on rajoute le critère d'air sur la courbe, bien, on voit des signes d'hydrops endolymphatique qui distinguent en fait des personnes avec une sensation d'oreille bouchée des contrôles. Mais il n'y a pas de différence significative entre le groupe de Ménière puis le groupe sensation d'oreille bouchée. Ce qui peut nous laisser croire que peut-être qu'ils partagent le même mécanisme pathophysiologique. Évidemment, d'autres études pourront suivre ces gens-là à long terme pour voir s'ils développent le profil complet de la maladie de Ménière. Puis ça pourrait nous aider à mieux intervenir ou intervenir de façon plus précoce. Une deuxième étude qu'on a fait, en fait, c'est récemment, on a fait une revue littérature qui s'intéressait à l'identification de la maladie de Ménière à l'aide du VIT. Donc là, on passe de l'évaluation de la cochlée vers l'évaluation vestibulaire davantage. Dans cette revue littérature, on a souligné que plusieurs études montrent une dichotomie entre les résultats VIT, donc les lunettes qu'on a vues là, qui mesurent le mouvement de la tête et le mouvement de l'œil, et la stimulation calorique, donc l'eau chaude ou l'eau froide dans l'oreille. Pourquoi que cette dichotomie-là nous intéresse? C'est parce que ces deux outils-là vont tester la même structure, mais dans certains cas, il y a des études qui démontrent que chez les gens qui ont la maladie de Ménière, il y a un des deux tests qui indique normal, puis l'autre indique qu'il y a une pathologie.
cette différence-là ou cette dichotomie-là serait expliquée par le fait qu'il y a une hydrops endolymphatique qui vient changer les propriétés physiques du canal, puis pourrait devenir donc un marqueur intéressant pour la maladie de Ménière. Bien que l'hydrops endolymphatiques est fortement associée à la maladie de Ménière, ça demeure pas moins qu'il y a certaines autres pathologies qui ont des signes d'hydrops, dont la migraine vestibulaire. Donc, une des questions qui survient, c'est est-ce que la dichotomie VIIT calorique est spécifique à la maladie de Ménière ou bien c'est un marqueur d'hydrops endolymphatiques qui pourrait se retrouver aussi dans les cas de migraine vestibulaire avec la présence d'hydrops endolymphatiques. Et il n'y a pour l'instant pas de réponse à ce niveau-là. Donc, on a comme objectif avec une étude d'évaluer l'influence de la présence ou l'absence de l'hydrops endolymphatiques sur la dichotomie VIIT calorique. Et un objectif secondaire, c'est d'étudier l'impact de la durée, le stade de la maladie Ménière sur les résultats VIIT caloriques. Donc, pour l'instant, on est vraiment dans le tout début encore du recrutement de cette étude-là. Je peux vous présenter ici les résultats d'un participant qui est connu pour la maladie de Ménière, pour vous illustrer un peu c'est quoi cette dichotomie-là. Donc, on a les résultats à gauche du vidéo Head and Pulse Test. Donc, on voit de ce côté-ci, en noir, c'est les mouvements de la tête. En bleu, c'est les mouvements de l'œil vers la gauche. Puis, inversement ici, en noir, c'est les mouvements de la tête. Et en rouge, c'est les mouvements de l'œil pour les impulsions de la droite. Ce qu'on remarque, en fait, c'est que l'œil et la tête se suivent vraiment très bien. Donc, il n'y a pas d'indice qu'il y a une atteinte de ce côté-là, puis il n'y a pas de saccade non plus qui est observée. Donc, c'est des résultats qu'on considère normaux en clinique. Par contre, si on regarde du côté de la stimulation calorique, si on stimule à chaud, donc à l'oreille en rouge ici, à l'oreille gauche, chez ce patient-là, et on stimule à froid, toujours à l'oreille gauche, ça induit des réactions qui sont beaucoup plus fortes que du côté droit. Cliniquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y aurait une atteinte du côté droit comparativement au côté gauche. Donc, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on teste la même structure, mais on a des résultats qui sont opposés. Donc, vraiment, un résultat qui nous dit que c'est normal, puis l'autre qui nous dit que c'est pathologique. Il y a différentes théories qui sont derrière ça qu'on vise à tester, à savoir est-ce que c'est plus des atteintes de certaines cellules ou c'est vraiment le changement physique du conduit auditif dû à l'hydrops endolymphatiques. Et est-ce que ce pattern-là est plus en lien avec l'hydrops endolymphatique que la maladie de Ménière comme telle? Donc, on va étudier chez des contrôles, on va étudier chez des gens qui ont la maladie de Ménière, puis des gens qui ont des migraines vestibulaires. Et on va mettre ça en relation avec les mesures d'ECOG qui sont un indice d'hydrops endolymphatique. Et un autre volet, ou le dernier volet de mon programme de recherche, c'est de réadapter l'individu avec atteinte vestibulaire. Il y a deux volets, en fait, qui m'intéressent. Une stimulation, soit une réadaptation avec une stimulation qui est plus passive. Dans les dernières années, pour la stimulation qui est plus passive, je m'intéressais davantage à la stimulation électrique. Puis, il y a un côté qui est plus actif et un des volets qui m'intéressait dans les dernières années, c'est la danse. Donc, comment la danse peut moduler les réflexes vestibulaires. Et je vais vous présenter ces différentes études-là. Donc, au niveau de la stimulation électrique, il y a différents types de stimulation électrique qui existent. Il y en a, comme je vous ai montré, qui peuvent perturber la fonction vestibulaire et il y en a d'autres qui ont été démontrés comme pouvant améliorer la capacité du système vestibulaire à détecter l'accélération. Donc, ce phénomène-là serait basé sur la résonance stochastique. Puis, ça a été démontré donc, dans le système vestibulaire au niveau de la contrôle de la posture par une étude. Là. Donc, il y a plusieurs études qui se sont intéressées à montrer qu'une stimulation pouvait aider justement les gens, que cette stimulation-là, galvanique mais bruyante, la NGVS, pouvait aider les gens avec une atteinte vestibulaire à améliorer leur contrôle statique ou dynamique de la posture. Plus récemment, certains auteurs ont démontré que cette amélioration-là du contrôle de la posture suite à une stimulation galvanique pouvait être observée chez les personnes âgées aussi.
Par contre, on n'était pas en mesure de savoir si les gens c'était en lien avec la fonction vestibulaire. Donc, on sait que l'âge peut atteindre significativement la fonction vestibulaire, mais il n'y avait pas de données qui nous permettaient de dire est-ce que les gens qui avaient une atteinte vestibulaire bénéficiaient davantage de cette stimulation-là comparativement aux autres. Et donc, on a fait une étude pour évaluer si l'amélioration posturale suite à une stimulation galvanique vestibulaire chez les personnes âgées était liée à la fonction vestibulaire et de façon secondaire, si cette amélioration-là pouvait se maintenir suite à l'arrêt de la stimulation. On a recruté 36 participants de 60 ans et plus. Donc, il y en avait 12 qui ont une atteinte vestibulaire qui ont été soumis à la stimulation galvanique et 12 sans atteinte qui ont aussi reçu la stimulation galvanique. Et il y en avait 6 avec et sans atteinte vestibulaire qui ont reçu le placebo. Le protocole de stimulation, il y avait une condition de base où la personne devait se tenir les yeux fermés sur un coussin qui se trouvait sur une plateforme de force pour mesurer le déplacement du centre de pression. Puis on mesurait ça dans 3 différents moments, donc soit 15 minutes après le début de la stimulation galvanique et après l'arrêt de la stimulation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a pu observer? C'est on a étudié en fait la vélocité, donc la vitesse à laquelle le centre de pression se déplaçait, puis la distance totale parcourue par le centre de pression. Et pour ces 2 paramètres-là, on voit que la stimulation galvanique comme telle a une influence comparativement à la stimulation placebo. Donc, on voit vraiment que ça a un effet significatif. Si on prend le groupe des gens qui ont reçu la stimulation galvanique et qu'on les sépare par la fonction vestibulaire, on voit que ceux qui bénéficient davantage de cette stimulation galvanique-là, c'est les gens qui ont une atteinte vestibulaire. Donc, on voit que suite à l'arrêt de la stimulation, ceux qui ont une atteinte vestibulaire ont une diminution de la vélocité du centre de pression, puis un moins grand parcours suite à la stimulation aussi du centre de pression. Si on passe du côté plus actif de la stimulation, donc la danse, il y a plusieurs bénéfices à la danse qui sont connus en général. Ça peut avoir une amélioration musculaire, une amélioration cardiovasculaire. Donc, les bénéfices sont assez vastes. Il y a un effet d'entraînement en danse qui pourrait aussi diminuer significativement le risque de chute chez les personnes âgées. Cependant, on ne sait pas si cette amélioration-là est liée à l'amélioration des fonctions vestibulaires. En effet, l'influence d'un entraînement sur les fonctions vestibulaires est moins bien connue. Pourtant, d'un angle réadaptation, c'est quand même important de connaître les effets d'un tel entraînement. Donc, je vais présenter différentes études qu'on a faites chez les danseurs qui visaient à évaluer l'influence de l'entraînement en danse sur le système vestibulaire et ses fonctions. Une des premières études qu'on a faites, c'était de voir est-ce que la danse pouvait avoir un impact sur le contrôle de la posture. Donc, on a étudié 12 danseurs avec vraiment une expérience en danse très variée. Donc, c'était vraiment pas tous des professionnels. Puis, il y avait aussi différents niveaux d'intensité d'entraînement. On les a étudiés dans 4 différentes conditions posturales, donc soit les yeux ouverts sur une plateforme, soit les yeux fermés sur la plateforme, soit les yeux ouverts sur un coussin qui se trouvait sur la plateforme, ou soit les yeux fermés sur ce même coussin-là. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que les danseurs performaient mieux dans les conditions difficiles, donc les conditions où le coussin était introduit pour diminuer la proprioception essentiellement, que ce soit les yeux ouverts ou les yeux fermés. On voit que cette amélioration-là était surtout, mais en fait, si on décompose le signal du centre de pression en différentes bandes de fréquences, on pouvait avoir une corrélation aussi positive entre l'énergie qui était contenue dans ce signal-là, l'énergie visuelle et vestibulaire, en lien avec l'intensité d'entraînement. Donc, c'est ce qu'on a pu observer. Donc, on voit vraiment que la danse pouvait, même à des niveaux non professionnels, peut avoir un impact au niveau du contrôle de la posture. Donc, plus récemment, on a étudié des danseurs qui sont des danseurs professionnels pour voir si est-ce que
un entraînement professionnel en danse pouvait avoir un impact au niveau de la stabilité du regard. Donc, on a encore utilisé le vidéo Head and Pose Test où les gens devaient fixer un point qui était fixe dans l'espace, puis pendant un mouvement de tête. On a étudié donc 10 contrôles, 12 professionnels, 12 danseurs professionnels. Puis on s'est concentré sur les premières millisecondes de cette tâche-là, donc vous devez fixer le point dans l'espace lors d'un mouvement de tête. Ce qu'on peut voir ici à gauche, c'est la représentation en fait de la position du regard par rapport à la position de la tête. Si le réflexe vestibulo-oculaire était parfait, la ligne rouge et la ligne bleue seraient en parfaite ligne droite avec la ligne pointillée noire. Ce qu'on remarque, c'est essentiellement vrai chez les personnes contrôle, donc qui n'ont pas d'entraînement en danse. Puis même, on voit qu'à certains moments, l'œil bouge légèrement moins vite chez les contrôles que la tête. Par contre, chez les danseurs, c'est l'inverse. On remarque que l'œil a tendance à bouger plus rapidement que la tête pour la plupart des participants. Ça résulte en, comme on peut le voir à droite, là, en un gain qui est supérieur pour les danseurs versus les contrôles. Donc, on voit que l'entraînement en danse intensif là, pourrait moduler le réflexe vestibulo-oculaire, ce qui peut ouvrir aussi des portes pour la réadaptation vestibulaire. Et finalement, on a fait une étude pour voir, maintenant qu'on sait que le réflexe vestibulo-oculaire est modulable pour stabiliser le regard suite à un entraînement en danse, est-ce que l'entraînement en danse va moduler aussi la capacité de supprimer le réflexe vestibulo-oculaire? Donc ici, on a étudié encore des danseurs avec une expérience assez diverse versus des contrôles, toujours dans le protocole de suppression du réflexe vestibulo-oculaire, donc le SHIMP, similaire à ce que je vous ai expliqué au début de la présentation. Ce qu'on remarque ici, on a les données chez un contrôle puis chez un danseur. La ligne pleine, c'est le mouvement moyen de l'œil, puis la zone grise, c'est le mouvement de la tête. Puis la ligne pointillée, c'est le gain. Donc, ça représente le gain. On se souvient que ça représente la capacité, en fait, du réflexe vestibulo-oculaire à stabiliser le regard dans l'espace. Donc, s'il est autour de 1, la personne est capable de bien stabiliser, puis plus il diminue, plus la personne va avoir, plus l'œil va bouger avec la tête, donc c'est la suppression du réflexe. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une différence entre les contrôles et les danseurs, où les danseurs vont supprimer le réflexe vestibulo-oculaire plus tôt dans le début du mouvement. On voit que ça se passe autour de 60 millisecondes, donc la différence significative est plus observable entre les contrôles puis les danseurs, autour de 60 millisecondes. Puis on voit que cette différence-là est portée en fait par des gens qui ont plus d'expérience en danse. Donc, ceux qui avaient plus de 10 ans d'expérience en danse étaient différents des personnes contrôle, mais ceux qui avaient moins de 10 ans d'expérience, il n'y avait pas vraiment de différence significative entre les contrôles puis ce groupe-là. Donc, on voit que ça peut prendre quand même du temps à moduler cette capacité-là de la suppression du réflexe vestibulo-oculaire. Par contre, encore là, une fois, ça démontre que le réflexe vestibulo-oculaire n'est pas fixe et modulable par l'entraînement, ce qui est encourageant pour la réadaptation vestibulaire. Puis, finalement, direction future, essentiellement, je vise à continuer d'explorer les bases physiologiques derrière les différences qu'on a observées sur les fonctions vestibulaires dans le mouvement actif et passif. Donc, il y a différentes études que je suis en train de développer pour essayer de répondre à ces questions-là. Par la suite, aussi, de poursuivre le développement des méthodes d'identification sensibles et spécifiques pour diverses pathologies, mais plus spécifiquement pour la maladie de Ménière. Puis, de développer une méthodologie qui va permettre d'optimiser la réadaptation chez les gens avec la maladie de Ménière. Donc, par exemple, une chose qu'on veut observer, c'est est-ce que la stimulation électrique pourrait améliorer les symptômes qui sont observés entre les crises chez les gens avec la maladie de Ménière. Donc, essentiellement, je voudrais remercier les membres de mon laboratoire, puis les collaborateurs aussi, et l'organisme subventionnaire, la Ménière Society. Donc, je vais être prêt à prendre les questions.
Merci Maxime pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai aucune dans le chat jusqu'à présent. Donc, je vous invite à lever la main ou simplement à poser votre question. Oui, je peux poser une question? Oui. Oui, par rapport à la danse, donc, c'est super intéressant comme résultat. Est-ce que tu as des projets pour des thérapies par la danse ou de t'associer? Il y a quand même déjà des intérêts là, de programmes de thérapie par la danse. Est-ce que c'est une population que tu aimerais étudier puis voir s'il y a un lien avec entre les gains qui sont observés en thérapie par la danse puis des gains par rapport au système vestibulaire, par exemple? Oui, ben en fait, effectivement, c'est une population qui m'intéresse. Nous, ce qu'on a étudié, en fait, c'est essentiellement il y avait beaucoup de danseurs professionnels, bien qu'il y avait, c'était assez varié comme background en danse. Mais évidemment, ce vers quoi je veux me diriger, c'est de voir est-ce qu'on est capable de réadapter, en fait, les gens, par exemple, qui ont des lésions, disons, avec la maladie de Ménière, est-ce qu'on est capable de les réadapter avec un programme en danse, donc sans faire des danseurs professionnels, puis de voir est-ce que ça a des impacts, évidemment, sur les différentes fonctions vestibulaires, donc le contrôle de la posture, puis la stabilité du regard, qui sont souvent des plaintes chez ces gens-là entre les crises, évidemment. Donc, ça pourrait être une façon qui est non invasive, puis qui pourrait les aider à mieux fonctionner. D'accord. On a une nouvelle chercheure, Lucie Baudry, qui s'intéresse à la thérapie par la danse. Je ne sais pas si tu l'as rencontrée. Elle n'est pas là, mais je t'inviterai à la contacter. Elle vient juste de commencer. Elle a commencé débuté au CRI il n'y a pas longtemps, puis ça pourrait vraiment être un bon contact, là. Elle a déjà des programmes de thérapie par la danse à l'Institut universitaire, donc ça pourrait être, pourrait être bien là, de vous matcher. Vraiment, ben merci du contact. J'ai pris son nom en note, puis oui, je vais la contacter. Parfait. Je pense que Lucie s'est jointe parce que j'y ai écrit pendant la présentation. Ah oui? Je pense qu'elle est là maintenant, mais en tout cas, on sait ne va que... pas dans la liste. Tu ne la vois pas? OK, parce que tantôt, j'ai l'impression de la voir. Okay. Mais en tout cas, elle va réécouter ta présentation, Maxime, je pense. On a eu la même... C'est ça, on a fait le même lien. Je vois que Dorothy puis Arnaud a aussi des mains levées. Oui, ben, je pourrais peut-être commencer. Merci. Je vais peut-être baisser ma main avant de... Ben, félicitations, c'est vraiment une super présentation. Merci beaucoup, Maxime. J'ai beaucoup apprécié, beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt, en fait, sur cette présentation. Je vais me limiter juste à quelques questions, là, parce que pour laisser aux autres aussi la discussion, mais c'est sûr, c'est vraiment intéressant. Une partie que j'ai trouvée très intéressante, c'était des interactions entre ce qui était audio et vestibulaire. Une de tes figures, en fait, je n'étais pas sûre de bien comprendre la figure où tu as vraiment tes points noirs et rouges de part et d'autre. Donc, quand la personne regarde, donc en fait, le setup, c'est quoi? C'est que la personne, elle fait de la marche sur place, puis elle doit frotter les pieds sur le cylindre. C'est ça pour s'assurer qu'elle soit droite. Le son vient devant, c'est ça, c'est celle-là. Donc, si j'ai bien compris, donc elle fait de la marche sur place. Pour s'assurer qu'elle ne tourne pas, il faut que les pieds aillent de part et d'autre du cylindre. Puis, elle doit regarder en avant la source sonore, de regarder cette source-là, soit regarder directement, ou soit un petit peu à droite ou un petit peu à gauche. Puis dans ta prochaine diapo, c'est ça que c'est peut-être un peu moins saisi. Donc, la stimulation vestibulaire, c'est comment tu l'appliques? Est-ce que c'était binaural? Est-ce que c'est bipolaire ou c'est juste d'un côté? Parce que je vois que GVS seulement, c'est juste d'un côté. Donc, est-ce que c'était cette direction-là? En fait, j'ai des paramètres ici. Donc, on avait des électrodes de 3 cm² qui étaient de chaque côté au niveau de la mastoïde. On avait un courant de 1 mA.
puis la node était toujours à droite. OK. Donc, il y avait ça. Puis oui, effectivement, dans le fond, les personnes, en fait, ils étaient dans les 4 conditions, les yeux sont bandés par un masque là, dont la vision est obstruée. Fait qu'il n'y a pas d'information visuelle dans aucune des différentes conditions. Mais puis le point de départ est toujours face à la source sonore. Donc, ce qu'on veut voir, c'est tout ce qu'on mesure, en fait, c'est vraiment l'angle de rotation par rapport à la source sonore. Donc, on suppose en fait que si la personne va se servir des indices auditifs, ben, elle va être en mesure de rester face à la source sonore. Mais si elle s'en sert pas ou elle n'y a pas accès ou ça devient moins utile pour elle, mais elle va avoir tendance à tourner sur le vestibulaire. Ouais. C'est pour ça qu'on garde aussi la note toujours à droite pour essayer d'éviter des variations dans la rotation. Ouais. Mais c'est parce que quand c'est marqué l'angle de rotation, dans ce cas-là, c'est l'angle de la tête ou du corps? Ben, ce que j'ai utilisé pour faire le graphique ici, c'est l'angle de rotation des hanches. Donc, les hanches. OK, d'accord. Parce que dans l'autre diapo, soit ta tête elle va être d'un côté ou de l'autre. Fait qu'en fait, l'angle de la tête n'est pas toujours droite. En fait, vous demandez aux patients ou aux participants de garder la tête d'un côté ou de l'autre. En fait, la tête est toujours orientée vers l'avant, mais on l'a fait pencher vers l'avant pour que justement la sensation ne soit pas de tomber d'un côté, mais que ce soit vraiment une rotation gauche-droite. Donc, ça devient un peu moins naturel pour ça, évidemment. Puis l'angle, justement, les senseurs sur la tête sont là juste pour mesurer l'angle de la tête. Oui, OK, je comprends. Par rapport à savoir dans quel angle on a placé la tête. Oui. Mais c'est intéressant de voir l'effet de l'audio sur le GVS, qui est quand même un effet qui est relativement clair, là, puis comment ça peut changer. Fait que c'est intéressant. Là. Je vais terminer par une dernière question, là, vu qu'il y aurait d'autres questions. Dans l'autre étude là, sur le vibreur, donc vraiment la détection, là, la perception sensorielle, oui, c'est ça. Je me suis juste demandé, parfait, pardon, je me demandais par rapport au droitier. Fait que là, en fait, il semblait avoir une différence vraiment au niveau de la stimulation calorique, puis je m'excuse, je connais pas trop, je me rappelle plus trop c'est quoi l'effet. L'effet d'avoir une stimulation avec du froid puis du chaud, c'est quoi l'illusion que ça donne encore? Oui, ben, en fait, étant donné qu'on place les gens à 30 degrés par rapport à l'horizontale, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que ça place les canaux sémicirculaires horizontaux dans le plan de la gravité. Quand on change la température, donc soit en mettant du chaud ou du froid, on va changer la densité de l'endolymphe puis étant donné que étant donné que le canal horizontal est rendu dans le plan de la gravité, si on augmente, par exemple, la densité de l'endolymphe ou on la diminue, bien, ça crée un mouvement d'un côté ou de l'autre, donc soit en plurofluide. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact? Mais la personne, elle sent une rotation d'un côté ou de l'autre, dépendamment. Si, par exemple, je stimule à droite à chaud, bien, elle va sentir qu'elle tourne vers la droite. Puis si je stimule à droite à froid, elle va sentir qu'elle tourne vers la gauche. La durée de la stimulation est environ... la durée de la stimulation est 30 secondes. La durée de l'effet est environ 1 minute et demie dans ces eaux-là. Mm-hmm. OK, c'est juste... OK, merci pour l'enfant, je ne me rappelais plus du tout là, les sensations, mais c'est parce que dans ce graphique-ci, on voit que la stimulation du côté droit n'est pas du tout... tu l'as bien dit, là, il y a une différence, là, il y a moins de précision, c'est beaucoup plus changé. Puis, puis m'excuse, je n'ai pas compris pourquoi à droite et à gauche, parce qu'en plus, c'est la même température. Je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi à gauche, tu vas avoir un autre... C'est bien que tu me donnes l'opportunité de revenir là-dessus, mais c'était assez dense, puis je peux peut-être passer rapidement. Mais en fait, c'est qu'on a des droitiers parce que la dépendance corticale, quand on est droitier ou gaucher, va varier. Fait qu'on voulait contrôler ça, premièrement. Quand on stimule, les données en fait, de la littérature suggèrent qu'une stimulation à gauche chez les droitiers va avoir plus d'impact au niveau de la représentation somatosensorielle. Comme on parlait par exemple de l'hémianesthésie, les gens qui ont une hémianesthésie droite, si on les stimule à gauche, ben, ils vont avoir une amélioration, mais si on stimule à droite, ça n'a pas d'effet. Okay. Donc, c'est pour ça. Puis, étant donné que c'est une stimulation qui est moins naturelle, parce qu'on module vraiment l'activité neurale d'un seul côté à la fois, comparativement à, par exemple, une rotation où il y a une activité des deux côtés, bien, ça nous permet, de cette façon-là, bien, ça va nous permettre de mesurer, on connaît en fait l'activation corticale qui est reliée à chacun des stimulations, donc ça nous permet de pouvoir élaborer ou de discuter en fait des résultats plus en lien avec cette... Ouais. Merci, en tout cas, c'est super intéressant. Merci.
Bonjour, je ne sais pas si je peux prendre la parole. Vas-y. Oui, merci. Je vais enlever ma main. Voilà. Oui, je voulais également rebondir sur ces premiers résultats, là, sur cette différence gauche-droite. Ça m'a fait penser à nos travaux, à nous, où, notamment, moi je travaille plus chez les patients cérébrolésés avec des lésions droites, mais aussi avec des patients qui ont des troubles vestibulaires, mais on les voit surtout après la chirurgie. Et on voit une différence entre les chirurgies gauches et les chirurgies droites. Et notamment, on a développé tout un modèle de l'existence possible d'une dominance vestibulaire, en fin de compte. Comme on a une dominance de l'œil, on a une dominance de la main, pourquoi n'aurait-on pas une dominance vestibulaire au final? Et en gros, la dominance vestibulaire, elle serait surtout à gauche. Et pourquoi elle serait à gauche? Parce qu'elle serait reliée en tout cas pour les aspects spatiaux, elle communiquerait directement avec l'hémisphère droit. Donc, je ne sais pas si vous avez pensé à ce type d'hypothèse ou... En fait, est-ce que c'était chez des droitiers ou chez des gauchers que... Oui, droitier. Ouais. OK. C'est certain que moi, ce que j'avais lu dans la littérature, c'est que quand on a une stimulation, par exemple, calorique, puis on est droitier, on a une stimulation calorique à l'oreille droite, on va avoir tendance à avoir plus d'activation à droite qu'à gauche, comparativement à une stimulation à gauche, puis comparativement à des gauchers. Savoir est-ce que la dominance est... Moi, ce que j'avais lu, c'est que la dominance était plus à droite qu'à gauche chez les droitiers, mais je serais intéressé de voir vos travaux pour essayer de peut-être mettre ça en relation avec les résultats qu'on a ici. On est vraiment encore dans l'élaboration, on est vraiment encore dans le stade très préliminaire de l'interprétation de nos résultats. On n'a même pas complété en fait notre groupe de stimulation à gauche. Mais moi, je serais intéressé à discuter davantage de vos travaux avec ça. D'ailleurs, pour rebondir sur cette perturbation et cette dominance, on s'est intéressé aussi par rapport aussi à la danse, parce que on ne s'est pas intéressé à la danse, nous, directement, mais on s'est intéressé à la représentation du corps, ce qui est très important quand on fait de la danse. Il vaut mieux savoir où on met ses pieds et tout le reste de son corps. Et notamment chez les patients donc, avec des troubles vestibulaires, en phase aiguë, avant opération, ces patients ont une déviation de la représentation de leur corps vers la droite, et elle est plus importante quand c'est des patients qui ont des troubles vestibulaires gauche. C'est un papier qu'on vient juste de sortir là dans European Neurology, et on travaille on a suivi ces patients, on les a vus après intervention à 7 jours et après à 2 mois de l'intervention, et on voit qu'il y a des compensations et les patients opérés à gauche n'arrivent pas à stabiliser la représentation qu'ils ont de leur corps faussé, quoi, en fin de compte. D'où l'idée de plus en plus dans nos travaux, quand on étudie les patients vestibulaires, on fait 2 groupes désormais. On fait les patients qui ont des troubles vestibulaires d'origine droite ou d'origine gauche, parce que quand on les poule, en gros, on mélange les deux. Si on a un groupe dominant, ça va donner une direction, mais si on mélange les deux puis on a un groupe identique, on n'a pas de résultat en final. Alors que quand on sépare les 2 groupes, les résultats sont totalement différents, quoi. Puis les pathologies que vous avez observées, c'était des pathologies, par exemple, des choix-nombres vestibulaires ou pour que ce soit localisé dans le côté, Oui. Non, mais c'est intéressant, étant donné que c'est une pathologie qui évolue dans le temps, fait qu'effectivement, la compensation peut avoir lieu. Et aussi, ce qu'on avait vu, mais là, il y a très longtemps, on avait vu des patients, on avait fait la même étude sur la représentation du corps, donc post-neurectomie, donc là, chez plutôt des minières, à plus de 2 ans, et les patients qui avaient été opérés à gauche n'avaient pas repris d'activité professionnelle, par exemple, avaient toujours des vertiges, avaient toujours des sensations étranges, alors que tous les patients opérés à droite avaient repris une vie quasiment normale, quoi. Et ça n'avait pas frappé les cliniciens, parce que souvent, on les voit au fur et à mesure, puis on se dit, il n'y a pas de différence. Et comme nous, on a créé des groupes en partant de l'idée, comme on venait de la neurologie, on s'est dit, en neurologie, on fait hémisphère droit, hémisphère gauche, on va faire vestibulaire gauche, vestibulaire droit. Et vraiment, on a les 2 groupes se différenciaient totalement, tant d'un point de vue symptomatologique clinique que comportemental au niveau des résultats. C'était très intéressant, quoi. Oui, mais effectivement, c'est intéressant de pouvoir les séparer d'avance, effectivement.
Merci. J'ai plus de questions, merci. Merci. C'est une discussion intéressante à poursuivre. Je vois qu'il y avait également une question dans le chat de Chantal Limbond. À court terme, je vois peu d'applications cliniques. Ben, en fait, les applications cliniques, j'ai un background assez clinique à la base. Donc, l'orientation de mes recherches, même s'ils ont l'air de partir de loin, c'est pour le but que ça arrive à quelque part en clinique. Les applications cliniques plus proches, je n'ai pas présenté certaines études qu'on a faites, mais par exemple, au niveau de l'évaluation vestibulaire, pour essayer d'identifier certaines pathologies, on a des publications en cours de révision en ce moment pour la décence du canal semi-circulaire. Donc, essayer de voir c'est quoi les critères actuels, puis comment on pourrait les optimiser pour pouvoir identifier cette pathologie-là. Au niveau des présentations que j'ai faites, pour la maladie de Ménière, juste déjà de voir que l'utilisation de l'écho-G pourrait permettre d'identifier peut-être de manière précoce des gens qui ont la maladie de Ménière, ou du moins une hydrops endolymphatique. Ça pourrait être pertinent pour certains cliniciens. Puis par la suite, tout ce qui est dichotomie VIT calorique, ça peut aussi s'avérer pertinent pour la clinique pour l'instant de manière plus court terme. Mais l'ensemble de mes recherches essaie de viser justement une application clinique. Mais merci de la question. Puis j'ai toujours cette préoccupation-là venant d'un milieu clinique. Là, y a pas, ça va finir par aboutir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est maintenant passé 1 heure, donc on avait en tête d'avoir après cette présentation une table ronde. Et là, peut-être qu'il y aurait des collègues qui aimeraient aussi parler un petit peu de leurs recherches qu'elles ont reliées pour voir s'il y a des opportunités de réseautage ou bien peut-être de collaboration.